Après des années d'attente, la série Halo arrive sur Paramount+ en mars 2022. Mais certains me diront pourquoi avoir attendu aussi longtemps vu le potentiel de la licence pour en faire un film ou une série. Eh ben révélation, c'était envisagé et depuis 2005. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. En effet, à l'occasion de la sortie du trailer de la série Halo, j'ai voulu me repencher sur cet univers et plus précisément les adaptations. Et vous allez voir que les histoires sont folles. Pour rappel, donc, le premier jeu Halo est sorti en 2002 et ça deviendra très vite la licence phare d'Xbox, nous permettant d'incarner le Master Chief dans un futur proche où s'affrontent humains et une alliance extraterrestre. Avec un tel concept et surtout une grosse communauté de fans, vous imaginez bien que des producteurs se sont très vite intéressés à la licence pour adapter ça en film, voire en série. Pour tout vous dire, à peine 6 mois après la sortie de Halo Combat Evolved, donc le premier opus, différents producteurs ont contacté Bungie Studios afin de voir si quelque chose pouvait se faire. Sauf que rien n'a abouti car à l'époque, ils n'auraient pas eu assez de place dans le processus créatif. Ils sont donc repartis travailler sur Halo 2. Il n'empêche que l'idée reste en tête de pas mal de personnes et c'est pourquoi en février 2005, alors qu'Halo 3 n'est pas encore sorti, c'est officiel, Microsoft sort $1 million pour empocher Alex Garland. C'est le scénariste plus récemment de Annihilation sur Netflix ou encore Ex Machina et Dread. Microsoft l'engage pour créer un scénario et adapter le jeu en film. L'idée qu'a l'entreprise derrière ça, puisqu'ils ne sont pas spécialisés dans la production de films, c'est de monter un package, voir si ça intéresse, où l'on propose à la fois le scénario et les droits de la licence. Et après, si les studios sont intéressés, à eux d'en faire quelque chose. Alors sur le papier, même si c'est peu habituel, c'est pas une mauvaise idée. Ça permet à Microsoft de garder un aspect créatif assez important, tout en proposant à des studios de développer enfin ce projet. On sait par ailleurs que ce scénario était très proche du premier jeu Halo. Bref, le package fut proposé à plusieurs studios, notamment Universal, 20th Century Fox ou encore New Line et DreamWorks. Et pour anecdote, on pourrait se demander pourquoi ils n'ont pas demandé à Columbia Pictures, tout simplement parce qu'il s'agit d'une filiale de Sony qui est un concurrent de Microsoft. Et autre anecdote, afin de vendre au mieux le projet, donc le scénario qui avait été écrit, Microsoft a engagé des acteurs, ils leur ont donné des armures et venaient accompagner de ces derniers pour amener le scénario dans des studios. Encore une fois, c'est pas commun, mais j'ai envie de vous dire pourquoi pas, ça change, c'est original, et ça montre un petit peu, au niveau visuel en tout cas, ce que pourrait donner un tel projet. En revanche, c'est là que les choses commencent à se corser. En effet, les studios, une fois le scénario récupéré, n'avaient que 24 heures pour le lire et faire une offre. Autant vous dire que c'est objectivement trop peu déjà pour le lire, ou même pour rassembler assez de personnes pour réellement discuter si ça vaut le coup de signer ou non. D'autant plus, et c'est vraiment là que les choses vont se compliquer, Microsoft avait beaucoup de conditions. Alors en soi, c'est tout à fait normal quand tu gères une licence d'avoir des conditions, évidemment. En revanche là, c'était pas commun et encore plus pour l'époque. Microsoft voulait eux-mêmes valider le réalisateur et le casting. Ils réclamaient 60 billets d'avion de première classe pour le personnel et leurs invités pour assister entre autres à l'avant-première. Ils ne prévoyaient pas d'investir d'argent dans le budget, en dehors des frais déjà dépensés pour le scénario, donc d'$1 million. En revanche, les droits de produits dérivés restaient chez Microsoft, et ils voulaient par ailleurs $10 millions en avance et 15% des bénéfices bruts du film. Et dernière demande, il fallait que le futur studio paye les transports des employés de Seattle à Los Angeles afin qu'ils puissent avoir un regard sur la production. Alors peut-être que ça ne choque pas certains, mais honnêtement, encore plus à l'époque, c'était un petit peu limite, ou en tout cas vraiment pas habituel. Donc autant vous dire que ça partait déjà très mal, et pourtant, ça a marché, enfin en partie. Même si ce n'est pas vraiment ce que Microsoft espérait, pour réduire les coûts, Fox et Universal ont accepté le projet en s'associant. Universal aurait récupéré les recettes aux États-Unis et la Fox dans le reste du monde. Microsoft n'ayant pas vraiment d'autres solutions vu leurs conditions, ont fini par accepter. Alors encore une fois, on pourrait se dire, bon voilà, c'était un petit peu complexe, mais les choses sont signées, on va dans la bonne direction. Et là encore une fois, vous l'avez compris au vu des conditions de Microsoft, et ça va se rajouter avec les conditions des studios, c'est de plus en plus le bordel. En effet, maintenant qu'on a les accords, vient l'étape de trouver qui va le réaliser. Microsoft voulait un grand réalisateur, quelqu'un de très connu, et a pensé notamment à Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Sauf qu'il coûtait très cher et les studios voulaient un plus petit réal qui coûtait beaucoup moins cher. Peter Jackson aura au final bel et bien signé, mais en tant que coproducteur. Il est ensuite annoncé que c'est Guillermo del Toro qui va le réaliser, donc là-dessus, on reste encore une fois sur un grand réalisateur, c'est plutôt rassurant. Sauf que là, encore une fois, trop de contraintes créatives des différents studios et de Microsoft, et il a préféré quitter le projet pour s'occuper de Hellboy 2, où il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Bref, plus tard, même si Microsoft était inquiet d'engager un inconnu, ils ont finalement dû accepter, c'est Neil Blomkamp qui est annoncé comme nouveau réalisateur. On lui donne notamment dernièrement District 9, Chappie ou encore Elysium, mais c'est vrai qu'à l'époque, il n'avait pas encore vraiment fait ses preuves sur des grosses productions.
On sait qu'il a passé plusieurs mois à bosser sur le projet, réécrire le scénario, mais vu les contraintes, il n'est pas allé très loin. Et il paraît même que certains responsables, notamment de la Fox, n'aimaient vraiment pas sa vision de l'univers. D'ailleurs, si vous voulez un aperçu de ce qu'il avait un petit peu en tête, il a fait un court-métrage du nom de Halo Landfall, qui est disponible notamment sur YouTube, et qui donne de manière assez rapide une petite vision d'ensemble. Quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, vu que le film n'est jamais sorti, il a été complètement abandonné. Fox et Microsoft voulaient tous deux encore plus de contrôle créatif. Oui, encore. Et Universal avait déjà dépensé plus de 12 millions de dollars pour l'embauche de nouveaux scénaristes, notamment Scott Frank, Josh Olson ou encore DBOS, connu plus tard pour la série Game of Thrones. Et avec un budget estimé à au moins 135 millions de dollars avec le risque de beaucoup dépasser, chacun voulant faire son truc sans faire de concessions, et à l'approche des paiements qui auraient été un petit peu définitifs, ils ont préféré tous se retirer. Même si Microsoft a encore pendant des années dit que non, le projet était encore en préparation, en vérité, c'était pas réellement le cas. A savoir qu'en parallèle, Peter Jackson et son studio de jeux vidéo Wingnut Interactive développaient un genre de projet interactif du nom de Halo Chronicles. Selon les rares informations qu'on a à ce sujet, ça aurait mêlé des phases jouables ainsi que des scènes tournées, mais le projet a également disparu en même temps que le film. Évidemment, ça n'a pas arrêté Microsoft et son envie d'en faire des adaptations, et techniquement ils ont réussi puisqu'en 2014 est sortie la mini-série qu'on peut voir sous format de film, Halo 4, Hope de l'Espérance. D'ailleurs, ce sera suivi par d'autres programmes du style comme Nightfall, produit par Ridley Scott, ou encore Legends, The Fall of Reach, etc. etc. Mais au final, ce sont plus des outils marketing pour promouvoir un nouveau jeu que véritablement un gros film de cinéma, voire une grosse série à destination plus d'un large public. Donc forcément, Microsoft voyait beaucoup plus grand, et c'est pourquoi en 2014, Xbox annonce officiellement une série télévisée Halo en collaboration avec Steven Spielberg. Bordel, après des grosses galères, voilà, en 2014, on se dit enfin, Halo va dans la bonne direction, on va avoir enfin une bonne adaptation, et en plus, produite par Steven Spielberg, rien que ça, c'est trop cool. Il prévoyait même une sortie à l'automne 2015. À l'automne 2015. Ah oui, pour le coup, la date de péremption, elle est passée, hein. Vous l'aurez compris, de nouveau on est rentré dans l'enfer du développement, il y a eu des changements de showrunner, de direction, pour au final carrément changer de chaîne et passer de Showtime à Paramount+. Nous voilà donc en 2022 et normalement ça va enfin sortir. On espère maintenant que ce sera de qualité. Rendez-vous fin mars 2022 sur Paramount+ aux US, et une date à ce stade inconnue pour ce qui est de la sortie française. Je ne sais honnêtement pas ce que donnera cette série, les premiers visuels personnellement je les trouve plutôt rassurants, mais il faudra voir sur le long terme et ces 10 épisodes. Ce qui est sûr, c'est que Halo sur les écrans, bordel, ça aurait été une sacrée aventure. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous étiez au courant de tous ces points-là ou si vous les avez découverts avec moi, mais j'ai trouvé en tout cas le sujet passionnant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et dans quelques temps pour reparler d'Halo et de cette série. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.